en temps de canicule, si on nous avait dit que nous aurions 400 inscrits, beaucoup m'avaient dit de ne pas le faire, mais je savais pouvoir compter sur votre fidélité et sur votre présence. Donc merci à tous, et puis en plus il y a un petit peu de climatisation, donc j'espère que ça vous sera plus agréable que dehors. Pourquoi sommes-nous ici? Il y a quelques mois, en février, j'avais eu l'intuition de dire il faut qu'on parle plus d'économie. Au début, tout le monde m'avait dit mais non, personne ne viendra écouter, juste parler d'économie, les politiques n'intéressent plus, alors venir parler de sujets macroéconomiques, de dette, de fiscalité, et qu'en plus les gens doivent payer un ticket pour ça, ça ne marchera jamais. Puis après, ça a eu l'effet que vous connaissez, on avait eu 600 personnes la première fois, et on m'a dit bon, t'as réussi, mais un événement comme ça, tu peux en faire qu'une fois par an, donc pour l'année prochaine. Et donc naturellement, on l'a fait 2 mois après, en avril, avec Benjamin Lacombe, que vous verrez tout à l'heure, avec les actifs anonymes, parce qu'on croit fondamentalement qu'on a besoin de parler d'économie, qu'il faut être capable aujourd'hui de dire les choses sur la place des actifs, sur la place de la jeunesse, sur le manque de dépenses publiques efficaces et sur le fait que nous vivons une génération totalement sacrifiée. Vous avez entendu du rock'n'roll en introduction, me direz-vous quel est le sens d'avoir du rock'n'roll lors d'une conférence économique? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes libéral, vous êtes révolté contre le système établi. Si vous êtes libéral aujourd'hui, vous êtes marginal et vous êtes, au fond, un révolutionnaire. Et c'est pour cela que nous sommes réunis pour être en contestation d'un ordre économique finalement qui ne marche plus. Et beaucoup se disent, oui, mais les libéraux, vous êtes compliqués, il y a plusieurs chapelles, etc. Bien sûr, il y a plusieurs chapelles, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui peuvent penser différemment, mais je pense fondamentalement qu'on est beaucoup plus nombreux et qu'on est même majoritaire dans l'opinion sur un certain nombre de choses. Je pense qu'on est dans la même équipe si on veut que le travail paie plus, qu'on est dans la même équipe si on veut que l'on ne sacrifie pas la jeunesse, qu'on est dans la même équipe si on pense que les URSSAF, les cotisations, les impôts, quels qu'ils soient, doivent être baissés, que les dépenses publiques sont bien jusqu'à un certain niveau, mais que ce n'est jamais ni le décret, ni le fonctionnaire, ni le politique qui peut créer de la prospérité, mais que ce sont les entrepreneurs qui savent le faire. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette journée avec une première partie dédiée avec les think tanks et les économistes, en deuxième partie les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs. Et puis, puisqu'il faut nous unir et parler d'une seule voix sur des choses fondamentales, il faut bien que nous puissions être en mesure de porter nos idées auprès de celles et ceux qui les décident pour nous, c'est-à-dire les parlementaires, puisque nous avons lancé il y a quelques mois, lors de la 2e Nuit de la Liberté, un sondage qui a montré que 75% des Français sont d'accord avec notre proposition, un déficit zéro dans la Constitution, ne plus laisser aux soins des politiques de vous endetter, ne plus laisser aux soins des politiques d'endetter les plus jeunes générations, d'endetter celles et ceux qui ne sont pas encore nés et qui n'ont pas pu s'exprimer. Vivre à crédit sur le dos de la nouvelle génération, c'est quelque chose de totalement immoral et irresponsable, mais de totalement inefficace. Et c'est pour ça qu'avec nos partenaires que je tiens à remercier et à saluer, je pense au Mouvement 300 pour la France, à l'IREF, cher Jean-Philippe Delsol, à la revue Civilisation, au pouvoir de l'action de Jean-Philippe Cartier, qui nous a envoyé un mot, vous verrez, dans son style punchy et fidèle et très sympathique. Contribuables associés que nous aurons le plaisir de retrouver tout à l'heure, et également l'Institut des Français de l'étranger. Nous sommes réunis puisque nous devons faire avancer les choses, donc nous sommes ravis de pouvoir interroger les politiques de différents partis sur nos idées économiques, sur leurs solutions pour l'économie de la France de demain. Bien sûr, il y a des gens qui ont des idées différentes, des sensibilités différentes. Mais vous savez, sur l'essentiel, on doit quand même être capable de s'unir. Pendant très longtemps, il y a des choses qui font consensus, comme la dissuasion nucléaire française, que vous étiez François Mitterrand, les communistes ou le général de Gaulle, tout le monde était pour. Et bien peut-être que sur l'économie, arrêter d'endetter la jeunesse, pas taxer au-delà d'un certain seuil, avoir des services publics qui ne sont plus des bureaucraties, mais qui sont des services publics efficaces. On dépense beaucoup plus dans la santé, on n'a pas plus de lits d'hôpitaux, on dépense beaucoup plus dans l'éducation, on n'a pas plus de classes, au contraire, les classes ferment, et à chaque fois, d'année en année, la France descend dans les classements internationaux. Cette situation n'est plus durable, cette situation n'est pas acceptable, et donc il faut pouvoir porter avec tout le monde et échanger avec tout le monde les différentes idées qui nous animent et qui sont les nôtres.
Pour le bon déroulement de la soirée, j'aurai le plaisir d'avoir plusieurs modérateurs. Je pense à Louise Barouin qui va nous rejoindre pour la première partie. Je pense aussi à Joël Dagosseri pour la deuxième partie avec Benjamin Lacombe qui sera là sur la deuxième et la troisième partie. Et nous aurons des interventions qui seront courtes, dynamiques, punchy et qui vont respecter un timer. Et c'est pour ça qu'à la fin des interventions, vous entendrez à chaque fois, non pas par impolitesse, mais pour respecter votre temps, un gong. C'est ce qui vous permettra, pour ceux qui le souhaitent, de regarder comme il le faut le match de ce soir. Donc, merci de votre présence. À tout de suite. Vive la liberté et donc vive la Révolution. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup Mickaël, merci aussi à Benjamin pour cette invitation. Moi j'ai le plaisir de vous annoncer notre premier intervenant, Lionel Roch, qui est un entrepreneur qui a écrit le livre « Laissez-nous bosser » et qui est là pour nous parler du travail, de la réalité du terrain des entrepreneurs et de la liberté de pouvoir bosser en paix. Lionel, bonjour, merci beaucoup d'être là. Bon, bonjour à tous. Je suis programmé dans la partie think tank, c'est ça, mais je suis un entrepreneur. Parce que tu as une initiative qui est assez originale, dont je crois que tu as envie de nous parler. Oui. Tu es auteur, par ailleurs. Voilà. Moi, je suis un entrepreneur de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire, un entrepreneur de terrain ? J'ai 80 salariés sur 4 métiers qui vont de l'événementiel à la restauration, c'est-à-dire vraiment impactés, trop petits pour avoir des directions RH, des directions financières et trop gros pour que ça soit simple. Donc le terrain, j'y suis tous les jours dedans. Et j'ai, depuis la sortie d'ailleurs de mon livre, une conviction, c'est qu'il y a une France qui bosse et qu'il y a une France qui entreprend, qui fait tourner ce pays d'ailleurs, puisque un tiers des gens font tourner notre pays, et que cette France qui bosse et qui entreprend, elle est tout à fait apte à être à l'écoute des idées libérales. La seule chose, c'est qu'il va falloir s'adresser à elle. Il va falloir s'adresser à elle parce que vos idées libérales peuvent être un peu déshumanisées à un moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu disais que les Français trouvent que 80%, qu'à 80% ils sont d'accord avec vos idées. Avec le Cercle des entrepreneurs engagés, on fait des sondages dont on est fasciné par les résultats. Sauf qu'au final, un candidat libéral a de fortes chances de faire 4% aujourd'hui. Soyons clairs. Tout ça, c'est parce qu'il va falloir reconnecter les idées libérales avec la France qui bosse et qui entreprend et qui, pour la première fois, se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que mes salariés savent que je m'intéresse à la politique et donc souvent ils viennent me voir, on discutait politique. J'en avais qui étaient LFI, j'en avais qui étaient RN, j'avais de tout. Et aujourd'hui ils me disent mais tu vas voter pour qui ? Et je leur dis j'en ai aucune idée, eux non plus. Mais j'ai vu Louis Gallois il y a 2 jours. Donc Louis Gallois, SNCF, c'était SNCF, hein, Louis Gallois je crois, c'était, il me semble. Pas que, grand patron de gauche, et je lui dis, vous allez voter pour qui ? Il me dit, bah, je sais pas. Et donc, il y a une place à prendre aujourd'hui avec des idées fortes à partir du moment où on les remet et on les connecte avec la France qui bosse et la France qui entreprend. Et donc, avec Alain Madelin, on organise à Aix-en-Provence du 20 au 22 juillet Laissez-nous faire. Laissez-nous faire, c'est après Laissez-nous bosser, c'est le deuxième cri. C'est-à-dire que oui, il va falloir nous laisser faire, sachant que l'État a beaucoup de choses à faire sur le régalien, mais sur les entreprises, il va falloir nous laisser faire. Et donc avec Alain Madelin, on associe la vérité du terrain, c'est-à-dire celle des entrepreneurs, mais celle des entrepreneurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des artisans, c'est des commerçants, c'est des salariés. Je ne veux plus qu'on ne parle que d'entrepreneurs, d'un petit cercle d'entrepreneurs entre eux. Et donc, c'est cette vérité du terrain, parce que oui, il y a une vérité du terrain, ce que les politiques ont d'ailleurs du mal à comprendre. C'est-à-dire que souvent, ils nous expliquent ce qui se passe sur le terrain. On leur dit non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on serait ravis que ça se passe comme ils veulent, mais ce n'est pas comme ça. Cette vérité du terrain, et Alain Madelin, il vient avec pas mal de gens d'ailleurs qui vont intervenir là, et pour la force des idées. Et donc, vous avez d'un côté des intellectuels qui vont développer des idées, et puis il y a un terrain qui va dire ben voilà comment ça se passe. Et le but, c'est de reconnecter ça pour arriver à avoir des projets
qui sont des projets ambitieux, disruptifs, évidemment plutôt libéraux, parce que je ne pense pas que notre pays manque d'étatisme, il manque plutôt de libéralisme. Donc ça sera plutôt des idées libérales, mais seront validées par le terrain. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vous invite vraiment à aller sur le site laissez-nous-faire.fr. Venez vraiment essayer de venir parce que c'est extrêmement intéressant. Et je pense que c'est le début de ce qu'on pourrait peut-être appeler une démocratie participative. La démocratie participative, on en entend beaucoup parler. Je crois qu'il y a Alexandre Jardin qui va venir tout à l'heure. Il veut faire des référendums. Je me méfie juste un peu des référendums. Si vous faites un référendum, vous avez la taxe Zuckman. Demain, vous avez un ISF à 50%. Vous avez tout ça. Est-ce que c'est bon pour le pays? Non, mais parce que nous, on connaît les effets. Mais effectivement, la taxe Zuckman expliquée en boucle sur le journal de France Télévisions, ça va effectivement, il y a un grand risque que ça soit voté. Par contre, une démocratie participative où on écoute le terrain et où on côtoie avec des idées et on en sort la substantifique moelle pour aller voir comment ça pourrait se connecter, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que vous êtes tous porteurs, nous sommes tous porteurs et de cette vérité du terrain, chacun à votre niveau. Les politiques vont forcément devoir l'écouter, cette vérité du terrain. On ne peut plus avoir des politiques qui sont déconnectés du terrain. Si la télé me dit qu'il y a une épidémie de grippe et que je prépare un événement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir ma pharmacienne en lui disant « mais c'est vrai, cette grippe ?» et elle va me dire « bah ouais, celle-là, elle est dure. » Voilà. C'est la vérité du terrain. Et donc, on est tous porteurs de la vérité du terrain. Et puis, on a tous, à notre modeste niveau, des idées. Et puis, il y a des gens brillants, ils vont parler ce soir, qui ont des idées plus brillantes, mais ils ont besoin aussi de vérité. Et donc, c'est vraiment cette association. Donc, c'est laissez-nous faire. Et c'est la suite logique pour moi de laissez-nous bosser, sur lequel, oui, la France qui bosse et la France qui entreprend, vous pouvez compter dessus si vous vous adressez à eux avec des idées qui soient compréhensibles et qui ne soient pas un peu froide. J'avais participé à la dernière Nuit de la Liberté, et puis de temps en temps, on se dit, oula, c'est un peu froid, c'est un peu distancié, c'est un peu Bill Gates qui explique, bon, de toute façon, plus personne n'aura de boulot, vous resterez tous chez vous, et puis vous recevrez un revenu universel. Oui, à juste titre, on est un certain nombre à penser que ça ne sera pas aussi simple que ça et qu'il faudra sûrement éviter ce système-là. Donc, ne soyons pas froids. Parce que si le libéralisme, c'est quelque chose de froid, qui élimine l'homme, ça n'a pas d'intérêt. Je crois au libéralisme, je ne suis pas un libéral, je suis un pragmatique, mais je crois au libéralisme parce que c'est ce dont notre pays a besoin, c'est ce dont nos entreprises ont besoin. Mais pour la France qui bosse, pour la France qui entreprend. Voilà un peu. Tu avais une autre question ou... Non, je pense qu'on peut te remercier beaucoup. Et donc, on se retrouve à Aix-en-Provence à la fin du mois? Le 20 au 22 juillet. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci beaucoup, cher Lionel. Je suis très contente maintenant d'accueillir Bertrand Martineau, économiste, spécialiste du chômage, de l'emploi, du dialogue social. Aujourd'hui, il est là pour nous parler sans détour de notre économie et surtout de notre système de retraite. Un tonnerre d'applaudissements pour Bertrand Martineau aussi. Bertrand, bonjour. Ça fait Bonjour. Nombreuses années que tu écris de façon un petit peu pessimiste et vu comme les économistes un peu libéraux marginaux. Et puis, en fait, on s'aperçoit que tu avais raison sur toute la ligne. Et notamment, tu as écrit un livre très récemment sur les retraites. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avec, je te laisse déployer l'explication du titre qui est assez emblématique. Oui, merci, bonjour. Oui, j'ai cotisé, j'y ai droit, point d'exclamation. Bon, c'est sous-titre « Mensonges et vérité sur les retraites ». En fait, c'est une phrase complètement bateau qu'on entend généralement dans la bouche des boomers, dans les dîners de famille. Alors, j'ai un crédit de ce point de vue-là auprès de ma belle-mère, donc je vais vous parler de ma belle-mère. Ma belle-mère, elle est retraitée, agrégée d'économie, donc elle a un niveau de compréhension des phénomènes économiques très supérieur à la moyenne du pays. Donc elle est parfaitement accessible à des raisonnements de type démographique, le déséquilibre des retraites, tout ça elle comprend parfaitement. Donc on lui explique pendant 20 minutes, elle acquiesce, pas de problème. Et puis à la fin, elle conclut par « Oui, non mais d'accord, mais j'ai cotisé, j'ai droit.
Voilà. Alors je venais de lui dire qu'il fallait que les retraités participent à l'effort de redressement financier du pays. Et donc, ça m'a beaucoup interpellé, évidemment. Et puis, vous avez tous cette expérience, je pense, pas forcément avec votre belle-mère, mais de manière générale. Et on est un peu au cœur du sujet, en fait. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase en exergue, parce qu'elle est révélatrice des incompréhensions des Français. Alors, bien sûr, vous avez des Français qui confondent capitalisation et répartition. Donc, ceux-là, il faut leur expliquer qu'en fait, ils ne cotisent pas pour eux. Bon. Mais même parmi ceux, et ils sont quand même nombreux maintenant, qui comprennent qu'ils n'ont pas cotisé pour eux, ils considèrent quand même qu'ils ont cotisé, ils y ont droit. Et c'est une phrase qui est très dangereuse, parce qu'en fait, elle est profondément juste et profondément fausse. Elle est profondément juste d'un point de vue juridique, politique, peut-être aussi moral, c'est-à-dire que les gens qui ont travaillé pendant 43 ans, 44 ans, j'allais dire qu'ils ont bien mérité de la patrie, ils ont bien mérité que les jeunes d'aujourd'hui financent leur retraite, il n'y a pas débat. Juridiquement, c'est inscrit dans la loi aussi, donc voilà, il y a un droit... Et en fait, c'est faux d'un point de vue financier. En système par répartition, personne ne comprend, mais ce que vous avez cotisé il y a 42 ou 43 ans, en fait, tout le monde s'en fiche. Peut-être que vous avez travaillé comme un fou, peut-être que vous avez cotisé énormément, donc vous avez droit moralement à la retraite, j'ai aucun doute là-dessus, mais financièrement, s'il n'y a pas assez d'argent ou si on dépense trop pour vos retraites, il y a quand même un problème, peu importe de savoir ce que vous avez cotisé il y a 20 ou 30 ans. Si on était par capitalisation, vous pourriez dire, effectivement, j'ai cotisé, j'ai droit, puisque le capital se serait accumulé, ce serait votre argent. En répartition, on est sur un système où, finalement, il y a on dirait une dissonance cognitive entre ce que pensent les gens, qui est moralement vrai, j'ai cotisé, j'ai droit, et ce qui est financièrement totalement faux. Et donc, c'est un peu le fond du sujet. Alors, dans ce petit livre, je passe en revue les différents sujets qui font l'actualité sur les retraites, qui sont parfois totalement faux, parfois totalement vrais, et puis parfois c'est la zone grise. C'est j'ai cotisé, j'ai droit, c'est une zone grise, c'est à la fois vrai et faux, en fait. Et alors, parmi les sujets que j'examine, il y a effectivement le rééquilibrage du pilier répartition. Donc ça, de toute façon, j'explique qu'il va falloir jouer de toute façon sur l'âge légal. Il n'y a pas d'autre solution. Et ceux qui vous racontent qu'on peut supprimer l'âge légal et partir n'importe quand, en fait, ils ne savent pas compter. Parce que, en fait, la question, si vous partez tôt, en ayant beaucoup cotisé, j'ai cotisé, j'y ai droit, c'est très bien, vous allez avoir une petite retraite, vous partez tôt, ça paraît équitable. Mais qui va payer les retraites? Encore une fois, si je pars en retraite à 55 ans, j'aurai peut-être une retraite de misère pendant les 30 prochaines années, ça me regarde. Sauf qu'en attendant, on a perdu de la valeur ajoutée. Je ne produis pas, je ne paye pas de cotisation, donc qui paye les retraites aujourd'hui? Donc c'est un système qui ne marche pas. Donc j'envisage de jouer sur l'âge légal, d'introduire peut-être un âge pivot, c'est-à-dire un âge qui ne serait pas légal, mais à l'allemande, c'est-à-dire par exemple 65 ans, vous avez le droit de partir avant, à partir de 63 ans par exemple, vous pouvez partir avant 65, mais avec une décote. Donc vous introduisez un élément de liberté, mais sans pouvoir quand même partir avant 63 ans. Je sais, c'est peut-être pas libéral de mettre un âge minimum. Pour autant, on est en système par répartition, qu'on le veuille ou non, et il faut bien ancrer un système par répartition dans un âge légal. Donc ça, c'est une première chose. Et puis alors, j'attaque aussi la question de la capitalisation. Alors là, j'imagine que si je fais un sondage ici, est-ce que tout le monde est pour la capitalisation? Je pense qu'à 95%, les gens vont lever la main. Et si on fait un sondage auprès des Français sur la capitalisation, si on parle d'épargne retraite et qu'on oublie l'horrible mot capital qui fait peur à beaucoup de gens, on s'aperçoit que les Français, qui sont traditionnellement un peuple d'épargnants, sont totalement pour la capitalisation. Et d'ailleurs, ils épargnent énormément, notamment les jeunes font des efforts d'épargne dans les plans d'épargne retraite, etc. Donc la capitalisation, de toute façon, elle va être mise en place. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre, c'est la question de savoir comment on l'organise et si on l'organise. Et là, il y a deux écoles de pensée. Il y a ceux qui disent on laisse le pilier répartition, on essaye de l'équilibrer parce qu'on a un problème de finances publiques, et puis on fait uniquement des plans individuels, etc. Ça a beaucoup de vertus, c'est extrêmement libéral, sauf que, d'abord ça coûte cher parce qu'il y a des aides fiscales, évidemment, il y a des dépenses fiscales associées, et puis il y a le fait que il vaudra mieux être un cadre supérieur dans une grande entreprise du CAC 40 que employé au SMIC à la boucherie sans eau au coin de la rue, en fait. Et donc vous allez avoir des gens qui auront des retraites de misère et d'autres qui auront des belles retraites. Et donc l'idée que j'ai plutôt, c'est de créer un pilier capitalisation pour tous, obligatoire. Et d'où le problème du financement. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à cette possibilité. C'est ce que propose d'ailleurs le gouvernement allemand. Il va mettre en place un pilier obligatoire de capitalisation. Et la question, c'est comment on fait
puisqu'il est hors de question de créer des cotisations supplémentaires sur les entreprises. On n'en peut plus. Et du coup, l'idée que j'ai, et que j'ai simulée dans pas mal de travaux avec des financiers professionnels, en fait, c'est d'introduire de la capitalisation par diminution, par rétraction du pilier répartition. C'est-à-dire que vous faites diminuer un petit peu le pilier répartition, et dans l'espace financier que vous créez, vous introduisez une cotisation capitalisation, et vous faites monter en puissance un pilier capitalisation qui se substitue en partie au pilier répartition actuel. Ça vous permet 3 choses. Ça vous permet d'accumuler du capital. C'est bon pour l'économie parce qu'il y en a une partie qui sera investie dans l'économie française, 15-20%, parce qu'il y a un biais domestique dans les investissements. Deuxièmement, ça permet d'améliorer le rendement des retraites pour les futures générations et donc de mettre fin en fait, à cette inéquité totale qui est le système par répartition, qui est en fait une captation sur les générations futures. Et puis troisièmement, j'ai encore quelques secondes, eh bien, ça permet aussi, à long terme, de redresser les finances publiques parce que les produits financiers générés vont permettre de redresser les finances publiques à l'horizon de 10 ou 15 ans ou 20 ans. Et c'est à cet horizon-là, évidemment, qu'il faut gérer un système de retraite. Voilà quelques idées que j'essaye de faire porter dans le débat public. Merci beaucoup, Bertrand Martineau. Et donc, n'hésitez pas à prolonger les explications avec son livre. Merci. Merci beaucoup, cher Bertrand. Maintenant, j'ai le plaisir tout particulier d'accueillir Jean-Philippe Delsol, le président de l'IREF, qui est partenaire de cet événement. On le remercie chaleureusement. C'est une voix majeure du libéralisme en France. Il est là pour nous parler de l'IREF et de ses derniers travaux sur la fiscalité et les entreprises. Cher Jean-Philippe, merci beaucoup d'être présent. C'est avec une certaine émotion, puisque tu es une des voix qui compte depuis très très longtemps sur le libéralisme. Je ne dirais pas le nombre d'années, mais en tout cas, on voit que c'est parfois payant de faire en sorte que l'État s'endette. Il y en a qui deviennent milliardaires parce que l'État s'endette, etc. Et puis il y a des gens qui disent la vérité depuis longtemps. Donc est-ce que tu peux déjà nous présenter un petit peu l'IREF ? L'IREF, merci d'abord de cet accueil. L'IREF est un think tank qui a été créé il y a 25 ans, au niveau européen, au départ pour essayer de conserver une compétition fiscale entre les pays membres de l'Europe, en considérant que la compétition fiscale, ça fonctionnait comme la concurrence entre entreprises, au profit des contribuables. Et puis on s'est développé et aujourd'hui, c'est un think tank qui, en fait, essaye de présenter, développer, promouvoir une vision libérale de la société dans tous ses aspects, en France comme en Europe. Et nous essayons en même temps d'avoir tout à la fois, je dirais, une partie études académiques. Nous réunissons en France une trentaine d'universitaires de manière régulière, en Europe d'autres universitaires, avec les Français bien sûr aussi. Nous organisons des colloques dans plusieurs pays européens chaque année et des conférences, colloques ou études en France, ainsi qu'un journal de type universitaire, le Journal des Libertés. Et puis aussi un autre aspect, c'est l'aspect communication, présentation de cette vision, conviction à partager. C'est notre lettre quotidienne Contrepoint, à laquelle, pour adhérer, il suffit d'envoyer son adresse. Vous cliquez sur Internet sur IREF Contrepoint ou Journal Contrepoint. Vous avez donc tout de suite la possibilité de recevoir cette lettre tous les matins. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, résilier votre abonnement tout aussi facilement. Donc vous restez libre, car nous voulons être libres. Et je vais ajouter que si je devais résumer ce que c'est que la liberté, je dirais les choses de la manière suivante. Je crois qu'au fond, les individus n'ont pas la liberté pour fin, mais la liberté est essentielle pour eux pour parvenir, pour poursuivre leur finalité. Mais par contre, pour l'État, les États, leur finalité, celle des États, c'est la liberté des individus. Et il faut tenir, je crois, à cette idée, et c'est la raison pour laquelle il faut réduire l'État pour permettre aux individus pleinement d'exercer leur liberté. Difficile de parler après un tel plaidoyer. Dans l'actualité, vous venez avec l'IREF de publier une note sur les aides aux entreprises et la fiscalité des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, ce qu'on entend partout, c'est que, et ce n'est pas faux d'ailleurs, que les entreprises reçoivent beaucoup d'aides publiques, trop d'aides publiques. Les chiffres,
personne n'est d'accord sur ces chiffres. On a des chiffres fantastiques, imaginaires. Le Sénat lui-même, il faut dire qu'il avait fait comme rapporteur, il avait mis comme rapporteur un monsieur Fabien Gay qui est inscrit dans le groupe communiste, donc c'est évident que les conclusions, on les attendait un peu, mais le Sénat disait 211 milliards d'aide publique en France aux entreprises. Et puis, bon, il y en a d'autres qui disaient moins, je vais passer. Le ministre des Finances, l'an dernier, en mars ou mai 2025, disait 150 milliards. Je pense qu'il est plus proche de la réalité. Alors, beaucoup disent beaucoup de bêtises sur ce sujet, mais beaucoup ont aussi des idées qui vont dans le bon sens pour dire qu'il faudrait réduire ces subventions. Mais comment ? Et nous, à l'IREF, nous avons engagé une étude que nous voulons sérieuse, que nous voulons, je dirais, raisonnable et chiffrée. L'idée, c'est qu'effectivement, quand on regarde bien, il y a, d'après nous, 88 milliards d'aides aux entreprises, dont essentiellement près de 45 milliards d'aides, 54 milliards, excusez-moi, j'ai confondu, 54 milliards d'aides aux cotisations, c'est-à-dire que l'État prend en charge, en quelque sorte, donne des subventions, des aides publiques aux entreprises pour payer les cotisations qu'elles payent elles-mêmes pour les gens qui sont au SMIC ou jusqu'à, en dégressif, 3 fois le SMIC. Et puis, il y a d'autres aides publiques diverses et variées pour des quantités de choses, que ce soit pour lutter contre la transition écologique, pour le développement, les investissements, l'emploi, le ceci, le cela. On pourrait donner une infinité de raisons à des subventions diverses et variées. La Fédération des artisans chiffrait elle-même, selon les données qu'elle avait recueillies de l'administration, à plus de 2000 le nombre d'aides publiques qui étaient susceptibles de recevoir les entreprises. Mais en contrepartie, les entreprises payent plus d'impôts. Les entreprises, alors d'après par exemple un chiffrage que je vais donner parce que je le crois assez réaliste, un chiffrage donc de Rexecode, les entreprises françaises paieraient aujourd'hui, elles payaient plus avant, 100 milliards d'impôts de plus que leurs concurrents, on va dire, prenons les concurrents allemands, hollandais, en gros, en volume donc relatif, elles payent 100 milliards de trop. Donc, plus de subventions que les autres, sans doute, mais aussi plus d'impôts, et notamment des impôts de production. Vous savez, par exemple, qu'en France, les impôts de production, c'est-à-dire ceux qui sont payés par les entreprises indépendamment de leurs résultats, représentent pour les entreprises non financières 5% de la valeur ajoutée, contre moins de la moitié, 2,3 en Europe, et 1,1 en Allemagne. Vous avez tout compris. Alors, trop d'un côté, trop de l'autre, eh bien, on va trouver des solutions. Justement, là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension du fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire que l'État prélève sur toutes les entreprises pour redistribuer à certaines, comme si c'était l'État en fait qui savait mieux que les entrepreneurs comment fonctionne l'économie. Donc au fond, et je pense que c'est un peu le sens de votre note, les entreprises perçoivent trop d'aides. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est pas seulement trop, c'est qu'elles reçoivent de manière indiscernée, de manière arbitraire, ou en tout cas pas toujours utile et nécessaire, et ne répondant pas toujours aux vrais besoins de l'économie. Alors, la solution, c'est effectivement de réduire l'un et l'autre, ou l'un par l'autre et vice-versa, aide publique et impôts. J'ai dit tout à l'heure que nous avions chiffré les aides publiques stricto sensu à 88 milliards. 88 milliards, ce qui est déjà beaucoup, sans compter les aides européennes et collectivités locales, parce que là-dessus, on peut jouer, mais c'est autre chose, et sans compter la TVA. Les taux réduits représentent 53 milliards finalement d'aides publiques indirectes, mais d'aides à qui ? Pas forcément aux entreprises. Bien sûr, les entreprises qui peuvent vendre avec un taux réduit
elles vendent plus facilement, parce qu'elles vendent moins cher. Mais on aide le consommateur, autant ou en même temps que l'entreprise, qui est souvent obligée de faire des efforts par ailleurs. Donc, le problème des aides publiques au travers des taux réduits de TVA est un autre problème. Et dans une autre étude, nous proposons, pour notre part, de retrouver, comme c'était le cas à l'origine et comme c'était le principe de la TVA, un taux unique de TVA à 15%, donc d'augmenter un certain nombre de taux réduits, de réduire le taux principal qui est à 20% aujourd'hui. Plus ou moins tout le monde s'y retrouvera, mais ce sera plus simple et plus facile. Donc j'exclus, si vous voulez, ce problème TVA. Il faut le régler autrement. Il reste 88 milliards d'aides publiques, dont l'essentiel sont aides aux cotisations. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de cotisations, justement, qui sont demandées aux entreprises, et aux entreprises seulement, pas aux salariés, qui relèvent en réalité de la solidarité nationale et en fait pas du tout de la vie des entreprises. Par exemple, tout ce qui est aide familiale, allocation familiale et autres, c'est plus de 40 milliards. Ce qui est construction, logement, ce n'est pas du rôle de l'entreprise. D'une certaine manière, peut-être ce qui est formation, en tout cas pour une part assez large. Ce que nous proposons, c'est de supprimer ces cotisations à la charge des seuls employeurs, de supprimer par ailleurs un certain nombre de cotisations, surcotisations d'impôt sur les sociétés, contributions de solidarité qu'on paye en plus de l'impôt sur les sociétés, peut-être d'autres, il y en a quelques-unes, nous avons chiffré, et dans l'étude que vous pouvez lire facilement en allant sur le site de l'IREF, vous trouverez point par point tous ces chiffrages, et nous arrivons effectivement à 88 milliards de cotisations ou autres charges que nous supprimons, et donc dont les sociétés, les entreprises, que les sociétés et les entreprises n'auront plus à payer. Et parallèlement, eh bien, nous pouvons décider de réduire les aides publiques d'autant. Le tour est joué, en quelque sorte. Et ça n'est pas si difficile. Si on comprend bien, parce que c'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas dans le débat public, c'est-à-dire que l'État qui impose des impôts trop élevés, qui dit voilà, il y a beaucoup de dépenses pour le social, en fait, comme les dépenses sociales sont financées en partie par les entreprises et par les cotisations de leurs salariés, et qu'elles n'y arrivent pas, du coup l'État reprélève pour verser aux entreprises, pour que les entreprises versent des cotisations. L'État adore. Il en fait son miel. Il prospère sur ce jeu qui est indécent. C'est-à-dire qu'il met des charges trop importantes sur les entreprises et il vole à leur secours pour les aider. Et du coup, et on le comprend, les entreprises sont demandeuses. Mais oui, on n'en peut plus, aidez-nous. Elles n'en peuvent plus parce qu'on leur a mis trop de charges sur la tête. Donc en fait, l'État joue un jeu malicieux pour augmenter son rôle. Car plus il aide, plus il commande les entreprises. Selon le vieil adage, qui paye commande. Et l'État dit oui, je vous aide, mais suivez mes prescriptions, respectez ça, je vous contrôlerai, remplissez-moi des CERFA, rendez-moi compte. Il enchaîne les entreprises, il leur fait faire des mauvais choix. Les entreprises vont guider leurs choix sur combien d'aides, combien d'impôts en moins, au lieu de dire oui, mais comment je vendrai mieux, comment je fabriquerai moins cher. Donc, en fait, c'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu auquel les entreprises sont perdantes, et l'État aussi, car tout ça coûte très cher. Donner autant que reprendre, c'est contrôler deux fois, c'est mettre des tas de fonctionnaires pour faire le calcul, se tromper, laisser prospérer des fraudes, tout ça coûte très cher. 2 fois 88 milliards. Imaginez que c'est seulement 5 ou 10% que l'on gagne chaque fois. C'est 8,8 si c'est 5%, puisqu'il y a 88 d'un côté, 88 de l'autre. C'est le double, donc près de 19, plus de 19 si c'est 10% qu'on gagne. Et donc, en fait, à supprimer ces aides et ces impôts et autres cotisations, on va aider tout le monde. On va réduire les coûts, les charges de transfert, de gestion, et on va libérer les entreprises. Ce qu'elles vont gagner, c'est leur liberté. Et des entreprises libres sont plus efficaces.
C'est-à-dire que c'est de l'argent qui retourne dans les caisses de l'entreprise et elles en font ce qu'elles veulent, elles investissent, elles produisent, elles payent des salariés, elles embauchent. Et là, on a l'impression que l'État les empêche et que dans le débat public, on parle donc des 211 milliards qui ont été très popularisés par des activistes qui, je parle sous votre contrôle, mais en fait, ce sont des manques à gagner si l'imposition était plus forte. Donc en fait, ce n'est pas des aides. Et comment on convainc du coup tout le monde, et notamment les entreprises, qu'il faut arrêter ce système ? Alors le vrai problème alors les entreprises sont convaincues, d'ailleurs, dans le front économique qu'a monté votre successeur, Monsieur Patrick Martin, l'une de ses premières propositions, c'est ça. C'est ce que je vais appeler le grand effacement. On efface les subventions par les impôts et vice-versa. C'est l'une des propositions du front économique. Mais quand revient l'actualité, et j'ai entendu Patrick Martin et le MEDEF récemment, et que l'État dit « mais je vais supprimer, réduire », ce qu'il fait en 2026, les aides aux cotisations sociales. Ah là, non, on continue à nous aider. Il faut même nous aider plus. Et on les comprend. Parce que si on ne fait pas l'un avec l'autre, ça ne va pas aller. Il faut donc véritablement que ce jeu à mettre en œuvre, il se fasse simultanément. Il faut que dans le temps, quelques années, 3 à 5 ans sans doute, on puisse réduire des deux côtés, aide publique et cotisation, charges et impôts. Et cela pourra fonctionner. Alors d'ailleurs, il y a des politiques qui ont fait ces propositions aussi. Édouard Philippe a formulé une proposition, alors une proposition un peu fantaisiste, il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, c'est Édouard Philippe. Et il a dit il y a 250 milliards d'aides. Alors là, je ne sais pas où vous les avez trouvés parce que véritablement, même ceux qui ont cherché, ils sont arrivés à 211 au plus, mais 250, on n'en avait pas trouvé. Mais enfin, il a dit 250 milliards d'aides publiques, et donc on va réduire pendant 5 ans 50 milliards d'aides publiques d'un côté et 50 milliards d'impôts. Peu importe les chiffres, ce n'est pas très grave qu'ils se soient trompés. Ce qui compte, c'est l'intention et le discours. Et je trouve ça intéressant que ce discours arrive. Le METI, par exemple, aussi, organisation patronale, a tenu le même discours. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que ça rentre dans les esprits, et donc un jour, ça va devenir possible. Et je pense que nous devrions insister, les uns et les autres, pour que dans la prochaine présidentielle, cette idée-là soit portée. On a aujourd'hui, alors les chiffres, ils sont toujours discutables aussi, parce qu'on propose de supprimer tel impôt, on peut en supprimer un autre, etc. Mais on a proposé des chiffres, et je propose avec d'autres think tanks, d'ailleurs Génération Libre a fait du bon travail aussi, avec des chiffres qui sont proches des nôtres. Donc ça met ces idées dans le débat. Et du coup, comment on convainc donc les entreprises? Elles sont assez convaincues facilement et on le comprend bien. Et comment on explique bien que en fait, c'est pas que les entreprises, c'est aussi les salariés, le citoyen et même l'État qui gagnerait? Alors les salariés, c'est plus compliqué bien sûr de les convaincre. Surtout qu'il y a des syndicats qui sont de mauvaise foi, souvent par définition derrière. Excusez-moi d'être un peu rapide peut-être. Mais néanmoins, c'est véritablement leur intérêt. Et comme c'est véritablement leur intérêt, on doit pouvoir les en convaincre. Pourquoi c'est leur intérêt? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces cotisations, toutes ces subventions, ces aides publiques aux cotisations créent des trappes aux bas salaires. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont au SMIC ou entre un SMIC et 2 SMIC, les cotisations qui sont prises en charge par l'État font que quand l'employeur veut augmenter la rémunération de ces gens-là, il n'est plus aidé, ou il l'est moins, puisque c'est dégressif, les aides. Et donc, ça lui coûte 2, 3, 4, 5 fois plus cher. Donc en fait, on empêche d'une certaine manière, on rend beaucoup plus difficile à l'employeur l'augmentation de la rémunération des gens qui sont en bas salaire. C'est ce qu'on appelle la trappe à pauvreté. Et par ailleurs, le fait de supprimer ces cotisations payées par l'État, ça rendrait la vérité des cotisations, la vérité des assurances. C'est-à-dire que si l'État ne paye plus indirectement les cotisations, on peut dire beaucoup plus facilement aux salariés, eh bien demain, vous toucherez votre salaire complet, y compris vos charges sociales, et vous vous assurez comme vous voudrez. Et vous mettrez les assurances en concurrence, et vous verrez qu'ils y gagneront. Le seul qui y perdra peut-être, c'est l'État. Tant mieux. À lui de faire des réductions de fonctionnaires, et nous serons tous gagnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jean-Philippe. Encore merci beaucoup à l'IREF de participer à l'organisation de cet événement. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Sophie de Menton,
qui est entrepreneuse avant tout, qui a créé en 1995 le mouvement Éthique. Elle défend les entreprises, les entrepreneurs. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi comprendre l'économie, c'est aussi avant tout comprendre l'entreprise et l'entrepreneur. Bonjour à tous et merci d'être là, quoique comme c'est climatisé, c'est bien. Écoutez, je suis un peu troublée aujourd'hui parce que d'abord j'aimerais ici qu'il n'y ait que des politiques dans la salle. Et ensuite, j'ai l'impression que tout ce que nous disons, tout ce que nous répétons, reste lettre morte. On a l'impression qu'on sait quoi faire, que sur les décisions les plus simples, nos hommes politiques doivent savoir quoi faire. Alors, j'essaye au lieu de dire « laissez-nous faire », de leur donner des tuyaux pour que ça marche. Il faut les aider. Ils sont incapables de réformer, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ou alors ils le savent mais ils ont peur. Donc je crois qu'il faut commencer par des choses assez basiques. La première des choses qui m'a semblé essentielle, c'est qu'il faudrait trouver un moyen à l'Assemblée de faire passer une décision importante. Il faut que tous les parlementaires fassent un stage tous les ans de 3 jours dans une entreprise. Et je vous promets que si on arrive à ça, et c'est pas compliqué quand même, ça a déjà eu lieu au Sénat, nous on l'a lancé à Éthique, et il y en a qui sont arrivés, bon c'était un peu difficile, il y en a qui voulaient uniquement dans leur circonscription, mais il y a un besoin, et ceux qui ont été dans les entreprises sont sortis très étonnés de ce qu'ils avaient vu, découvert et compris. Donc je crois que c'est la base. Si on fait faire un stage, il faut que ce soit imposé. Il faudrait convaincre la présidente de l'Assemblée nationale. S'il y a quelqu'un ici qui peut, n'hésitez pas. Et il faut que ce soit obligatoire, parce qu'au bout de 4 ans, vous n'aurez pas la même Assemblée. Ils auront compris un minimum ce que c'est que l'entreprise. Et l'entreprise, c'est avant tout une association. D'ailleurs, j'allais vous dire que les Français aiment leur boîte. Vous savez que, j'espère que vous savez, qu'il y a 24 ans cette année, on fêtera la 24e fête des entreprises « J'aime ma boîte » et que j'ai un peu la sensation qu'aujourd'hui, c'est aussi l'aboutissement de ce qu'on a lancé avec cette opération. Parce que les Français le disent, ils le répètent, ils ont confiance dans leurs entreprises, ils ont confiance dans les entrepreneurs, et pourtant Dieu sait si on s'est débrouillé pour qu'ils les détestent. Ils ont confiance dans les entrepreneurs. Ils voudraient même que ce soit des entrepreneurs qui dirigent le pays, ce sur quoi je ne suis pas du tout d'accord. S'ils étaient associés, ce serait déjà formidable. Donc ça, ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose de fondamental pour qu'on y arrive. Et puis, on est en ce moment très, très, très embêté, disons-le quand même, par la perspective du paysage politique qui s'annonce. Je veux dire, c'est catastrophique. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ou presque pas. Il y a peut-être quelques-uns. David Lisnard, on va l'apercevoir peut-être tout à l'heure. Il a un peu méfaveur parce qu'il a une énergie d'entrepreneur et une volonté de faire changer les choses. Alors que nos politiques ont la volonté surtout, non pas de s'unir, mais de réunir les autres pour qu'ils les soutiennent. Donc aujourd'hui, il y a un paysage politique terrible. Donc que faire pour ce paysage politique ? Évidemment, si on prend les futurs candidats un par un, ils vont être d'accord avec ce qu'on leur propose. Nous, à Éthique, nous les invitons régulièrement au Cercle interallié pour parler exclusivement de l'entreprise. Nous avons invité tout le monde, de Bardella à Marine Le Pen, en passant par Ruffin, en passant par les communistes, enfin tout le monde. Et nous avons un prisme, c'est l'entreprise. La seule chose qui nous intéresse, c'est pas de les écouter, c'est qu'ils nous entendent, ce qu'il faut pour que notre pays fonctionne. Et à partir de là, on s'est dit comment faire. Là c'est même pas la peine. Je veux dire, tous ceux qui sont candidats vont être absolument d'accord avec les entrepreneurs, le lendemain d'accord avec la CGT, et le jour d'après d'accord avec peu importe la catégorie qui sera représentée. Donc nous avons travaillé un peu avec les chefs d'entreprise d'éthique, avec des mouvements patronaux, et nous avons fait, non pas les 10 commandements, parce qu'il y en a 11, mais une liste, et je crois aussi qu'il faut rester dans les choses simples, un pacte d'engagement. Si on arrivait à faire signer ce pacte d'engagement par tous ceux qui s'engagent d'une façon ou d'une autre, qui se présenteront ou pas, parce qu'il faut encore pouvoir le faire, mais s'ils se mettaient d'accord sur un socle commun, ce serait déjà absolument formidable. Ils ont d'autres sujets sur lesquels se battre.
Nous restons sur le prisme de l'entreprise qui fait vivre la communauté française, qui fait vivre l'État, qui nous nourrit, qui nous soigne. C'est un gong pour que j'arrête ? Ah, ben c'est embêtant, j'ai pas eu le temps de vous lire mes commandements, je peux ? En 1 minute maximum. 1 minute maximum. Alors, je lis. Premièrement, instaurer pour tous les parlementaires une immersion obligatoire en entreprise de 2 ou 3 jours par an. Deuxièmement, réformer tout financement de nos dépenses publiques grâce à la méthode BBZ, budget base zéro, chaque ministère avec toutes les économies qui peuvent être faites. 3, rétablir un système fiscal compétitif par rapport aux autres pays européens. Instaurer un droit à la simplification permettant la contestation des normes inutiles ou néfastes. On aurait le droit de contester une norme inutile. 5, faire financer et gérer par le secteur privé certaines missions de service public, hors mission régalienne, et sous contrôle de l'État. Libérer nos industries en levant les interdictions, freins et directives excessives, la DREA, le PLU, etc. Supprimer le monopole de représentativité des organisations syndicales existantes depuis la guerre pour élargir le nombre de salariés syndiqués. Si je n'étais pas libérale, je dirais presque qu'il faudrait que tous les salariés soient syndiqués. Conserver à minimum le dispositif du pacte Dutreil pour faciliter la transmission d'entreprises. Prioriser les entreprises françaises, ou du moins européennes, dans les appels d'offres publics. Imposer à ceux qui se lancent en politique leur démission de l'administration. Et le dernier point, encourager l'entrée plus précoce dans la vie active et repousser l'âge effectif du départ à la retraite pour valoriser l'expérience des seniors et adapter les conditions de travail à chaque étape de la vie professionnelle. Merci beaucoup, Sophie. Et donc un pacte qu'on peut retrouver, et n'hésitez pas à la suivre et suivre le mouvement éthique sur les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est moi, je crois, qui vais devoir non pas attendre que Louise annonce, mais c'est moi qui vais annoncer Louise. Et donc, on rentre en fait dans une petite partie où nous avons plusieurs initiatives de jeunes think tanks que nous souhaitons mettre à l'honneur et qui nous expliquent leur initiative. Merci beaucoup, Mickaël. Alors moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'Hémisphère droit. C'est le petit nouveau dans la bande des think tanks. C'est un think tank libéral, techno-optimiste. Son fondateur et son secrétaire général, Raphaël Signan, ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Il arrive dans quelques temps pour pouvoir discuter avec vous. Hémisphère droit propose des solutions concrètes pour reprendre la maîtrise de notre destin. On travaille actuellement sur un sujet sur la justice. Notamment, il y a une petite note qui est déjà disponible sur l'affaire Liana et plein d'autres publications qui sont à venir. Forcément, quand l'État est partout et sauf sur les sujets essentiels, notamment le régalien, il est totalement défaillant sur ses missions les plus essentielles. C'est quelque chose qu'on essaye de dénoncer et surtout, on ne fait pas que dénoncer, on trouve des solutions qui sont applicables directement. On est super content d'être là aujourd'hui. On pourra répondre à toutes vos questions après. Vous pouvez déjà aller sur le site Hémisphère droit. Tout est disponible en ligne. Il y a des notes sur les indemnités journalières. Il y a des notes sur la TVA, sur les aides aux entreprises. Vous pouvez voir ce qu'on vous propose. Et surtout, nous, ce qu'on veut, et on le rappelle, c'est l'efficacité des services publics. C'est essentiel quand l'État dépense autant d'argent. C'est un scandale que les services publics les plus essentiels ne soient pas efficaces. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup, Louise. Tu peux rester avec nous, naturellement. Avec plaisir. Et je vais appeler un autre think tank nouveau qui s'appelle Où va l'argent, que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, qui est monté et animé par Emmanuel Blaisès. Bonjour. Alors, Où va l'argent, c'est pas vraiment un think tank. Auparavant, j'étais dans un think tank. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on produit des rapports, alors c'est bien, ils sont lus un peu dans nos écosystèmes et on prêche des convaincus, mais il fallait un peu aller au-delà et par la création de contenu, aller toucher un public un peu plus large. Donc j'ai créé Où va l'argent ? En fait, le slogan m'est venu assez naturellement parce que c'est une question qu'on se pose tous en réalité. On a 50% d'imposition, presque 60% de dépenses publiques, et pourtant l'État n'est pas efficace. Il ne remplit pas ses missions régaliennes. On l'a vu de façon assez tragique récemment avec l'affaire Liana, où là je me suis dit qu'en fait ce slogan avait vraiment du sens. Comment peut-on, dans un pays comme la France où on paye autant d'impôts, laisser ce genre de drame arriver ? Et donc Où va l'argent, c'est un slogan que je porte aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est de vulgariser l'usage de la dépense publique via des infographies, des chiffres. Et donc j'ai créé ça il y a 3 mois. Aujourd'hui, ça a trouvé son public. On est à 10 000 abonnés en cumulé, sous format d'infographie, de vidéos. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde se pose cette question. Et le but, c'est d'y répondre. Alors, 2 éléments de réponse.
essentiellement dans la dépense sociale. En fait, 50% de la dépense publique va dans la dépense sociale et surtout dans les retraites. Donc on a un public qui est assez jeune et qui est assez réceptif à ces sujets-là. Et également dans les intérêts de la dette, on sera bientôt à 100 milliards d'après les projections, ce qui est presque 2 fois le budget de la défense dans un monde où les guerres et la géopolitique deviennent centraux. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on est sur X, Instagram, LinkedIn et bientôt sur TikTok. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je laisse annoncer. On m'a piqué mon micro, mais j'en profite pour introduire le prochain intervenant, Christophe Ehoche-Duval. Je ne sais pas où il est. Ah pardon, il est là-bas. Il va nous parler de l'inflation normative. Voilà, c'est un spécialiste du sujet et surtout il va nous expliquer pourquoi l'inflation normative paralyse complètement l'action publique et le fonctionnement de l'économie. Il sera accompagné de Romain Dominati qui a formé le Parti Milice français et ils vont débattre tous les deux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais demander à la régie de lancer la diapo. Voilà. Je vais faire très court pour que notre second invité, Romain, puisse donner des solutions qui ont lieu dans un autre pays. Je sais que vous aimez beaucoup les normes. Oui, apparemment. Alors, moi, je suis un chercheur et j'ai voulu établir que le sentiment d'inflation normative était en réalité une vérité scientifique. Et je me suis basé, d'abord, sur mes travaux de recherche, sur ce que l'on peut faire au plus loin, c'est-à-dire 1958. De 1958 à 2026. Vous voyez que la base 100, c'était quand le général de Gaulle a pris le pouvoir. Le vert, c'est la liberté. D'ailleurs, c'est l'article 5 de la Déclaration de 1789. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est l'expression même de la définition du libéralisme politique, économique, individuel. À la base 100, vous voyez que ça commence à grimper à partir de 1981. Il y a des gens qui sont des grands grimpeurs, Jospin, Hollande et Macron. Et surtout en 1997, eh bien, il y avait Georges Pompidou qui a dit à Chirac « Trop de textes, vous nous emmerdez les Français. Voici pour les agriculteurs le code rural qu'il y avait sous Pompidou, de 1965. » Vous voyez? Déjà, il trouvait qu'on emmerdait les agriculteurs. Ça a grimpé, et ça a grimpé jusqu'à l'indice 207 en 2026. Ça, c'est le code maintenant qu'ont les agriculteurs. Vous pouvez comprendre pourquoi ils s'estiment effectivement être, entre guillemets, emmerdés. C'est un agrégé de grammaire qui l'avait dit. Mais ceci est un élément déjà de l'inflation normative. On sait maintenant, grâce au journal officiel numérisé, la preuve scientifique absolue de ces volumes. Alors les volumes, on les connaît à partir de la numérisation du journal officiel, c'est-à-dire 2002 exactement. Jacques Chirac, quand il a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir avec 22,9 millions de mots, 30 millions de mots. Je vais revenir sur ce que ça veut dire. Nous sommes aujourd'hui à 51 millions, plus de 51 millions de mots. Alors vous allez dire, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous. Alors je vous donne un exemple. Jacques Chirac, il y avait à son époque 60 volumes des Misérables à lire en droit en vigueur. 60 volumes. Eh bien maintenant, sous Macron, nous avons 128 volumes des Misérables à devoir lire. Ça vous donne un peu un sentiment et une impression qui, cette fois-ci, est une réalité, car nul n'est censé ignorer la loi. Alors je finis simplement pour dire que vous pourrez retrouver plus d'informations dans mon livre, mais que surtout vous retiendrez le sous-titre qu'avait choisi. Quand la France crée de trop de lois, je crois qu'avec 128 volumes des Misérables, je peux vous concrétiser qu'effectivement la France crève de trop de lois, de trop de normes. Peut-être des solutions, Romain va en parler. Merci. Et effectivement, après cet exposé de Christophe qui donne un peu le... On peut retirer la diapo. Un peu le tournis, hein, quand même. Je vais vous permettre de vous détendre quelques minutes en parlant d'un ministère qui, lui, ne crée pas des nouvelles lois, mais les supprime, à l'inverse. Il a même déclaré vouloir s'auto-supprimer quand il aurait accompli sa mission. Bon, c'est pas sûr qu'il y arrive. C'est le Ministerio de la Desregulación y de la Transformación del Estado, donc de la dérégulation et de la transformation de l'État, créé par Javier Milei il y a tout juste 2 ans. Il a été confié à Federico Sturzenegger, un ancien du MIT, de Harvard, ancien député, ancien gouverneur de la Banque centrale argentine également.
ce que visiblement Milei lui a pardonné, de s'attaquer à cette montagne de normes qui existe là-bas comme chez nous. En Argentine, c'est environ 700 000 décrets et 300 000 lois qui composent cette montagne. Alors, comment faire ? Au départ, en fait, ils ont composé une équipe d'environ 500 personnes pour le ministère, majorité de juristes et d'économistes, quelques hauts fonctionnaires, pas de politique. Et durant le premier mois, ils se sont attelés à viser vraiment l'urgence, à dresser une liste de normes à supprimer en priorité. Aujourd'hui, selon Sturzenegger, ils auront balayé cette liste de priorités à environ 50% d'ici la fin de l'année. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout supprimé, mais ils ont simplifié cette première liste de priorités. Alors pour le faire, il y avait un mélange de la manière la plus artisanale qui soit, c'est-à-dire chacun vient avec son expérience. Là, je suppose qu'un agriculteur, il pourrait nous dire ce qu'il y a en trop dans ce bouquin. On pointe les normes et on réfléchit à comment les abroger. Et ils se sont également reposés sur 2 autres canaux. Le premier, c'est un inventaire qui a été demandé à tout l'appareil d'État argentin, donc tous les ministères, agences de l'État, durant ce premier mois, de dresser la liste des normes qui les empêchaient de mener à bien leur propre mission. Et le deuxième canal, c'est une plateforme publique, donc un site qui s'appelle Reporta la Burocracia, donc dénonce la bureaucratie, qui permet à n'importe quel Argentin de se connecter et de cibler une norme précise, donc il doit vraiment la nommer, le texte précis, qui empêche la création de richesses. C'est la consigne sur ce site. Ça a permis de remonter 16 000 requêtes venues de citoyens. Et ils se sont mis à la tâche donc, en donnant trois périmètres d'action. Premièrement, libérer les prix, ensuite libérer le temps, et enfin transformer l'État. Alors, où en sommes-nous 2 ans plus tard ? Bon, pour transformer l'État, c'est la partie de l'équipe qui s'est dédiée à supprimer environ 65 000 postes de fonctionnaires et une quarantaine d'agences publiques. Donc c'est très intéressant aussi, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et pour ce qui est des normes, ils ont supprimé aujourd'hui 2600 normes et environ 15 000 articles de loi qui ont disparu de l'arsenal juridique argentin. Alors pour libérer les prix, c'était essentiel, parce qu'en Argentine, il y avait des lois complètement folles qui permettaient au gouvernement de fixer les prix de plein de produits. Sous prétexte de vouloir lutter contre l'inflation, le gouvernement avait le droit de geler les prix de telle ou telle matière première, même produit fini. Il y avait même des lois qui décidaient de comment les supermarchés avaient le droit d'organiser leurs rayons. Dans tous les domaines, il y avait des lois complètement folles pour contrôler les prix. Donc ça, c'était l'urgence numéro 1, pour redonner un sens au signal prix et puis repartir sur une économie à peu près normale. Il y avait également un contrôle des loyers, comme à Paris. Ça a été supprimé et l'offre d'appartements à Buenos Aires a doublé, ce qui a fait baisser les prix d'environ 30%. Il y avait également beaucoup de normes en plus des prix, sur la qualité des produits qui pouvaient être vendus. Ça datait de la dictature argentine, où ils avaient décrété que l'Argentine devait exporter uniquement des produits premium. Donc ils avaient défini des calibrages pour chaque produit de ce qui avait le droit de sortir du pays. Il y avait notamment les têtes d'ail qui ne pouvaient pas être vendues parce que jugées trop petites, bien que les Coréens voulaient absolument les acheter pour en faire de la purée. Donc bon, tout ça a été supprimé. Le secteur agricole se porte très bien, c'est encore le même exemple, avec une explosion d'exportation, plus 18% d'une année sur l'autre. Ensuite, deuxième volet, c'était donc libérer le temps. Donc là, il s'attaque plus aux démarches administratives chronophages. Là, c'est beaucoup de simplification donc, dans les étapes à franchir pour mener ces démarches, notamment dans la certification de documents officiels, les ordonnances médicales, les ventes entre particuliers, notamment les ventes de voitures d'occasion, qui était un véritable parcours du combattant en Argentine. Il fallait aller devant des guichets, remplir des formulaires, payer des taxes, etc. Tout ça a été simplifié, ce qui fait qu'ils ont pu supprimer environ 40% des officines d'enregistrement des plaques d'immatriculation. Ça, c'était le côté décret, donc on va dire côté assez facile, puisque c'était décret présidentiel contre décret présidentiel. Pour les réformes plus profondes, il a fallu s'attaquer à des lois, et donc là, ça a impliqué une bataille au Parlement. Donc je pense notamment à la réforme du travail. Ils ont grandement simplifié le droit du travail, les contrats entre employés et employeurs.
Et il y a le principe de silencio positivo, donc le silence positif qui s'est imposé, qui a gagné au Parlement. En fait, avant, quand on consultait une administration, s'il n'y avait pas de réponse, c'était considéré comme un refus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, au moins, la charge de la lourdeur administrative a changé de camp. Puis enfin, il y a eu quelques victoires faciles. Les normes obsolètes, ridicules, redondantes ou contradictoires. Notamment, par exemple, il y en avait une qui disait que le président de l'Argentine devait automatiquement devenir le parrain du 7e enfant de chaque famille. Bon, voilà, donc ça, c'était facile à supprimer. Et pour conclure, on peut reprendre les mots du ministre Sturzenegger lui-même qui dit « Partout où nous avons dérégulé, les prix ont baissé ». Et ils ont un bon rythme, ils continuent, puisqu'encore aujourd'hui, ils sont à environ 1 norme et demie par jour qui est supprimée. Alors, on peut débattre de la méthode, parce que je ne sais pas si c'est la meilleure façon de s'attaquer frontalement à une telle montagne. On va nous dire que si on supprime 1 norme et demie par jour, on en a pour des années. Mais ce qui est intéressant sur l'exemple argentin, c'est que Milei a quand même tenté d'industrialiser le processus de suppression des normes au sein même de l'État. Et en fait, il s'est tout simplement dit, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est vrai que c'est un exemple qu'il va falloir suivre. J'espère qu'on pourra le suivre pour la France, pour d'autres pays aussi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, merci de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être une photo avec les 2 codes. Voilà. Merci beaucoup à tous les 2. Merci. Et maintenant, un moment spécial, puisque nous avons la joie d'avoir Contribuables Associés comme partenaire. Et donc, j'ai le plaisir d'appeler Benoît Perrin, Alexandre Jardin et Frédéric Bizard. Donc, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Alexandre Jardin, qu'on ne présente plus, essayiste et entrepreneur civique. Et Frédéric Bizard, économiste de la santé. Et Benoît, je te laisse modérer. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Benjamin Lacombe, d'organiser cet événement. Alors, je viens vous parler d'un sujet dont, me semble-t-il, on ne parle pas assez. C'est le sujet du référendum. Et je vais vous apprendre un scoop. Le scoop, c'est que depuis 2015, les Français disposent officiellement, donc vous disposez officiellement, d'un outil qui est censé vous permettre de déclencher un référendum qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Ça fait donc 11 ans. Alors, je ne vais pas vous faire la devinette, mais je vais quand même la faire. À votre avis, combien de référendums d'initiative partagée ont eu lieu depuis 11 ans? Vous connaissez la réponse, 0. Et pourtant, il nous semble que le référendum, justement, c'est l'outil de la réforme. Alors, pourquoi? Parce qu'on nous dit tout le temps, vous savez, la France est absolument irréformable. Et avec Frédéric et avec Alexandre, nous avons la conviction inverse, c'est-à-dire que c'est complètement faux. Ce sont plutôt les circuits de décision qui sont bouchés. Et chaque réforme doit traverser les partis, les groupes d'intérêt, la société civile. Autrement dit, elle ne passe jamais tous ces filtres et donc en fait, les réformes meurent en route. Alors que justement, le référendum d'initiative populaire est censé justement court-circuiter tous les groupes d'intérêt. Les citoyens posent une question, le pays tranche et la décision s'impose. Et c'est donc, vous l'avez compris, pas du tout un gadget de démocratie participative ou que sais-je, c'est vraiment un levier de gouvernement. Et pourtant, vous allez me dire, c'est assez théorique. Il suffit pourtant de prendre le train, d'aller jusqu'en Suisse, donc c'est à 1 heure d'ici, et de voir qu'en fait, la théorie, elle est très concrétisée. Très concrètement, depuis la fin du 19e siècle, les Suisses peuvent introduire un référendum d'initiative populaire, en l'occurrence 100 000 signatures suffisent, et je crois qu'il y a un lien direct, c'est un pays des mieux gérés au monde. Vous le savez, la dette publique, par exemple, est 2 fois moins importante que celle de la France. 30% versus 60%. Vous avez une économie qui est très riche. Vous avez un taux de fiscalité qui n'est pas très élevé. Et pourquoi? C'est notamment parce que les Suisses ont la possibilité de s'exprimer directement sur les impôts qui les concernent. Autrement dit, contrairement à la France où ce sont les dirigeants, des décideurs qui décident des impôts, eh bien en Suisse, le peuple suisse a la possibilité de s'exprimer sur un certain nombre de thématiques, dont le sujet de la fiscalité. Alors le dernier exemple en date, il date d'il y a quelques mois, il date de décembre 2025, où les jeunes socialistes avaient initié un référendum sur la taxation des donations et des successions
supérieur à 50 millions de francs suisses, à hauteur de 50%. Ils ont lancé un référendum et, tenez-vous bien, le référendum a été rejeté à hauteur de 80%. Ça veut dire qu'il y a eu un affrontement entre ceux qui étaient favorables à cette taxation supplémentaire et ceux qui étaient largement opposés. Et vous avez compris, c'est ceux qui étaient complètement opposés à cette mesure qui ont gagné le combat. Alors même, vous l'avez deviné, que ce sujet ne concernait en quelque sorte que les ultra-riches. Et pourtant, le peuple de Suisse a décidé en fait de s'opposer à cette nouvelle taxation, simplement parce qu'ils avaient compris que s'ils mettaient en place ce dispositif, les contribuables importants allaient fuir la Suisse et donc globalement le pays allait complètement perdre. Alors parlons une seconde de la France. Je vous l'ai dit, nous avons la possibilité, c'est un peu compliqué, de justement générer, de stimuler ce référendum. Pour ça, il y a des raisons qui sont absolument incroyables. Première raison, première condition, il faut que vous ayez 185 parlementaires qui soient porteurs d'un projet. Deuxième condition, il faut que ça passe par les fourches codines du Conseil constitutionnel, qui doit vérifier que la thématique rentre bien dans l'article 11 de la Constitution. Troisième condition, il faut ensuite que cette proposition recueille 5 millions de signatures. Donc vous voyez, d'abord, 185 parlementaires. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel. Troisièmement, 5 millions de Français qui signent sur une plateforme électronique. Et même si vous arrivez à remplir ces trois conditions, eh bien, il n'y aura pas de référendum organisé, puisqu'il suffit en fait que les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, examinent la proposition, même pour la rejeter, pour empêcher le référendum. Donc vous l'avez compris, on nous a fait croire qu'on donnait la parole aux Français sans leur donner très concrètement le micro. Alors il nous semble qu'à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, le thème vraiment du référendum doit s'imposer dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. Soit en faisant des amendements sur les critères qui sont aujourd'hui présents, typiquement en supprimant le filtre parlementaire, par exemple, pour pas que ce soit uniquement les parlementaires qui soient à l'initiative d'un référendum, mais que ce soit directement les citoyens, soit en abaissant le seuil justement des citoyens, ou alors, la chose la plus évidente, c'est bien sûr supprimer le veto parlementaire pour qu'à partir du moment où vous ayez des parlementaires et des citoyens qui demandent un référendum, eh bien, que le référendum ait vraiment lieu. Ou alors changer complètement de logique, modifier le contenu de l'article 11, qui aujourd'hui empêche un certain nombre de thématiques d'être examinées. Je pense par exemple à la fiscalité ou encore l'immigration. Ou alors renverser la table et mettre en place un fameux référendum abrogatif comme en Suisse, c'est-à-dire permettre au peuple de France, dans certaines conditions bien sûr, de s'opposer à une loi qui a été votée. Alors en attendant cette révolution en fait de la démocratie, eh bien il y a des entrepreneurs civiques et dont la tête pensante est Alexandre Jardin, qui a voulu, puisque en quelque sorte la porte de la démocratie était fermée, eh bien rentrer par la fenêtre. Et donc il a décidé de lancer une grande initiative dont il va vous parler dans quelques secondes et qui nous semble, en tout cas, à Contribuables Associés, une excellente idée, c'est-à-dire un moyen, en quelque sorte, de jouer le rapport de force avec les responsables politiques, puisque nous avons la conviction que les responsables politiques, même si certains peuvent avoir des convictions, ils répondent d'abord à la pression, et à la pression populaire. Et c'est la raison pour laquelle Alexandre a donc lancé le référendum citoyen, qui est une application tout à fait révolutionnaire. Alors déjà, Alexandre, comment est venue l'idée de lancer cette application ? Et après, je donnerai la parole à Frédéric, parce qu'ils sont tous les deux porteurs d'une des questions sur l'application référendaire. L'idée est très simple. Arrêtez de parler aux politiques. Arrêtez de faire des rapports. Ça fait 40 ans que vous essayez de les convaincre et que ça ne marche pas. Donc on s'est dit, on va parler directement au peuple, aux Français. Et mon fils, qui a 30 ans, est venu me voir et il m'a dit, aujourd'hui, il y a une technologie qui s'appelle Zero Knowledge, qui permet de capturer, de lire une pièce d'identité en restant localement sur le téléphone. Donc sans rien envoyer, sans mettre en risque le citoyen, sans envoyer de données sensibles sur Internet. Et ensuite, il me dit, je connais des gens qui peuvent accrocher ça sur une blockchain. Les blockchains, jusqu'à présent, ça sert aux crypto-monnaies, pas à un processus électoral, de manière à ce que ce soit totalement fiabilisé et qu'aucun gouvernement au monde ne puisse interrompre le processus. Il m'a dit, je le fais.
Ça fait 3 semaines, on a sorti l'application. Il y a 5 premières questions. Une qui concerne le prix de l'essence à la pompe, qui est portée par Contribuable. Une qui concerne un authentique sauvetage de la sécurité sociale extraordinairement intelligent, qui est porté par l'Institut de santé, par toi. Et en 3 semaines, je vais vous donner les derniers chiffres, on atteint 180 000 citoyens. Vous connaissez beaucoup de mouvements qui déplacent 180 000 personnes en 3 semaines. Donc le peuple répond, la nation répond. À la rentrée, on va avoir des outils de communication bien plus puissants. On va lancer 5 référendums. Il y en a un, on réfléchit avec Pierre Gattaz. On réfléchit avec toi, Sophie. Je pense qu'avec les outils et la sortie d'un film à la fin du mois de septembre, je pense qu'on aura 1 million de Français début octobre. S'il y a 1 million de Français début octobre qui s'expriment, qui votent avec leur pièce d'identité. Quand je dis pièce d'identité, pour l'instant, notre outil a un énorme défaut. Il ne marche qu'avec les passeports, parce que tout simplement, l'État a fait un boulot il a salopé, les puces des cartes d'identité ne sont pas stables. Donc il y a un travail énorme, et je peux vous annoncer que pendant l'été, on va régler ce problème-là. On est en train de le régler. Donc tous les Français vont pouvoir voter. S'il y a 1 million de Français début octobre, s'il y a une dizaine de référendums et une ouverture de l'outil à des questions qui viendront de l'ensemble de la société, on va remettre le citoyen français au cœur de la campagne. Il ne faut plus que ce soit les 32 candidats, je ne sais plus combien il y en a. Bon. Il faut que le citoyen dise vraiment, véritablement ce qu'il veut. Une idée, lorsqu'on discute, ce matin on discutait encore, Pierre, une idée est beaucoup plus puissante si vous avez 1 million de votants, si vous avez 2 millions de votants, 3 millions de votants. Donc c'est ce rouleau compresseur qu'on est en train de mettre en marche. Et au départ, beaucoup de gens me disent « mais les politiques pensent quoi ?» Sincèrement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que la nation embarque. Il faut arrêter de parler aux politiques, il faut parler à leurs clients. Leurs clients, c'est qui? Les citoyens. Parce qu'à un moment, en période électorale, qui vont écouter? Les citoyens. Et nous, on va sortir à peu près à Noël des chiffres sur une douzaine de référendums, dont ceux que vous portez chacun, et il y aura une masse française, une masse de citoyens qui prendra position. À ce moment-là, on dira aux politiques, on va revenir les voir après. Voilà, on est tant de millions. Voilà ce qu'on pense. Qu'est-ce que vous pensez? Et on demandera à ces millions de Français, est-ce que vous voulez un deal avec les politiques ou est-ce que vous voulez qu'on se passe d'eux? Je n'ai pas la réponse. On n'est pas propriétaire des gens qui votent. Ce sont des citoyens. On est un peu suisse. Et c'est ce processus, si vous voulez en faire partie, vous prenez contact avec nous. Si vous avez des grandes idées, Christophe, on parle beaucoup de la question des normes. La question des normes, est-ce qu'on continue à geindre ou est-ce qu'on met 1, 2, 3 millions de Français qui disent très clairement ce qu'ils veulent? Donc on va fonctionner comme des démocrates et on va rendre la liberté à nos concitoyens. Avec un outil, pour compter, il faut se compter. C'est aussi bête que ça. Et maintenant, je vais passer la parole à... Alors, parmi les 4 questions, la première question auxquelles vous pouvez déjà répondre, la première c'est « Êtes-vous favorable à la baisse des taxes sur l'essence ?» en supprimant, par exemple, les certificats d'économie d'énergie. Donc là, pour l'instant, on est à peu près à 80% des votants qui y sont favorables. Deuxième question, êtes-vous favorable à baisser le prix de l'électricité, notamment en baissant un certain nombre de taxes, pareil, sur votre facture? On est aussi à plus de 80% favorable à cette mesure. Troisième question, êtes-vous favorable à la suppression des ZFE? Là aussi, on a plus de 90% des votants qui y sont favorables. Et puis, quatrième question, puisqu'il nous a semblé effectivement central de poser une question sur la santé, qui est une thématique qui est évidemment centrale, particulièrement en Occident et donc particulièrement en France. Et cette question est portée par l'économiste de la santé, Frédéric Bizard, qui va nous expliquer en quelque sorte pourquoi ce sujet est si important et quelles sont les mesures qu'il préconise pour justement, puisqu'on a parlé de retraite tout à l'heure, redresser la barre en termes de dépenses de santé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là, ravi de faire participer de cette aventure parce que
je suis convaincu qu'elle est plus que d'utilité citoyenne, elle est juste indispensable si on veut avoir l'espoir que notre pays redevienne un des pays de référence en matière de protection sociale en général. Alors moi, je ne suis pas économiste à la santé, je suis macroéconomiste, mais il est vrai que ma recherche, depuis une quinzaine d'années, s'est concentrée sur le modèle social, sur la refonte du modèle social, dans un désert absolu au début, quand je suis revenu aux États-Unis, parce qu'il fallait juste applaudir notre modèle social en disant que c'était le meilleur au monde. Et donc, c'est un tabou. Ça l'est encore un peu, hein. Ça reste un peu un tabou de la difficulté. Il faut savoir que la protection sociale, c'est le sujet politique le plus controversé, ou tout de moins le plus conflictuel. Parce que ici, il y a probablement une certaine homogénéité de la vision de la société, mais ce n'est pas tout à fait le cas dans le pays. Donc ça touche à des visions personnelles de la société qui fait que ça fait 200 ans où en fait on arrive à passer d'une étape à l'autre, mais après des bagarres parlementaires dans la société qui sont terribles. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil, le fait qu'on ait eu ce qu'on a eu avec les retraites. La santé, on n'a rien fait depuis 30 ans. Parce que là, la santé, il ne fallait pas y toucher, à part dire qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Jusqu'au Covid, on ne pouvait dire que ça. Bon, donc quand vous travaillez sur ces sujets-là, c'est important. Pourquoi je vous dis ça, avant de vous donner quelques solutions, c'est que la solution référendaire, puisqu'il n'y a strictement aucune chance que ça vienne des partis politiques. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait des politiques bashing ou qui est là à vous dire que les politiques sont des bons rien. Certainement pas. J'ai un grand respect pour tous ceux qui s'engagent dans la vie politique, la vie associative, la vie syndicale ou autre. Donc c'est pas moi. Mais c'est malheureusement un principe de réalité. Vous n'avez pas un seul candidat de l'extrême gauche à l'extrême droite qui vous proposera la moindre réforme du système de santé, à part des grands poncifs à gauche et à droite. Il n'y en a pas un, parce que d'abord c'est compliqué, et qu'à partir du moment où il n'y en a pas un qui a commencé à travailler, ou une, on ne risque pas de l'avoir. Bon. Donc c'est une tautologie, une réalité incontournable de dire il va falloir faire accepter le plus tôt possible auprès de la population quelques grands principes de transformation de notre système de santé, leur montrer que ce n'est pas compliqué et que le meilleur arrive, qui vivent là le pire, des airs médicaux, des heures à attendre sur un brancard, des médicaments non disponibles, enfin des choses, il y a 5 ans, si je vous avais dit, vous savez qu'on aurait des médicaments bientôt qui ne seraient pas disponibles, vous m'aurez rayonné. Mais tout ça ne peut que, quand on connaît le système, que se dégrader encore un peu plus. Bon. Quand on est dans le système et qu'on dépend du système, ce qui est le cas de 70% de la population, 80% de la population, évidemment, ça fait beaucoup. Bon. Donc, on s'est dit, en discutant, comment est-ce qu'on peut être utile d'ici 2027, mais il faut, en effet, aller suffisamment tôt dans cette voie référendaire. Donc on travaille sur la santé, je vais vous donner les 3-4 sujets. On va lancer, si tout va bien, un référendum sur le système des retraites, évidemment, là où il y a plus d'idées. Parce que c'est un peu plus simple, on est dans des flux et chacun a son idée pour arriver à la fin à l'équilibre. Plus ou moins vendable socialement, parce que c'est quand même des réformes, c'est mieux si socialement on arrive à quelque chose d'acceptable, mais et puis on fera la dépendance après. Donc sur la santé, c'est pas qu'une question de flux financier, c'est compliqué. D'abord, le modèle, il est complètement à changer parce que c'est un modèle qui a toujours été basé sur « j'attends que les gens soient malades et je suis le meilleur au monde à traiter des gens malades ». Et nous restons les meilleurs au monde à traiter des gens malades à un instant ponctuel. Si vous avez une intervention très compliquée chirurgicale à faire, faites-la en France. C'est là encore où c'est le mieux. En revanche, si vous n'avez pas trop de moyens et que vous voulez rester durablement en bonne santé et que vous voulez vivre longtemps, là, ça se complique. Et si vous avez une pathologie chronique et que vous voulez avoir une bonne qualité de vie avec une pathologie chronique, ça se complique. Or, c'est ennuyeux parce que c'est 2 points, gestion des pathologies chroniques et maintien en bonne santé, sur lequel, si vous n'êtes pas bon, le système, il est condamné. Bon, je rappelle que la sécurité sociale, c'est 100 milliards d'euros de déficit donc, qui s'accumule en dette sur les 5 ans, tous les 5 ans. Donc c'est mort. Le système, il est mort de Sécu, parce que vous ne pouvez pas, contrairement à l'État, aller sur les marchés financiers dans la situation. Donc nous proposons un système simple, basé sur un système de maintien en bonne santé qu'on appelle la prévention, mais de santé publique, qui soit complètement reconstruit, un système qui soit extrêmement performant sur de la médecine de parcours, qui intègre massivement toutes les technologies, parce qu'on a pléthore de technologies qui sont à l'entrée du système, et qui met dans la Constitution l'obligation d'équilibre financier, pas que de l'assurance maladie,
mais de la sécurité sociale, ce qui nécessite de revoir les champs d'intervention de cette sécurité sociale. Elle ne peut pas être open bar comme elle est aujourd'hui et prétendre pouvoir tout financer comme elle le prétend aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation. Vous l'avez compris, on a besoin de vous, on a besoin que vous téléchargiez cette application, on a besoin que vous votiez, on a besoin que vous en parliez autour de vous. Et vous le savez, ce sont dans l'histoire du monde les minorités actives qui déterminent les décisions collectives. Là, on vous donne justement la possibilité de faire partie de cette majorité active qui peut vraiment changer le destin de notre pays. Merci encore. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir maintenant pour moi d'accueillir Alain Madelin sur scène, une des grandes voix du libéralisme en France, ancien ministre de l'économie. Il est là aujourd'hui pour nous parler du mouvement qu'il a créé, Laissez-nous faire, et surtout pour nous rappeler pourquoi l'État doit faire confiance aux citoyens et surtout pourquoi il doit les laisser faire. Cher Alain, c'est à vous. Bonsoir. Mon ami Lionel Roch a dû vous parler du camp du Laissez-nous faire, je suppose, pour ceux qui étaient là à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avec quelques-uns, et donc Lionel, nous on a pris une initiative pour, dans une dizaine de jours, à Aix-en-Provence, réunir la France qui ne veut plus se laisser faire, et qui aspire à des libertés, bien au-delà d'ailleurs des étiquettes politiques ou des étiquettes syndicales, les réalités du terrain, comme il aime dire, et puis aussi la force des idées, pour essayer de faire bouger un peu la machine. On a affaire en réalité à, je crois, un double défi. Et c'est ce qu'on va dire d'ailleurs avec double défi. Le premier, il est connu, c'est celui, bien évidemment, de sortir de l'impasse dans laquelle on est engagé. On est bien obligé, d'ailleurs, il n'y a plus le sou. Et c'est tout le système étatique qui, aujourd'hui, nous a menés dans l'impasse et avec lequel il nous faut rompre. Rompre comment ? On le sait, c'est bien évidemment tout faire pour booster la croissance des entreprises. On ne fera rien sans croissance, c'est la condition du progrès économique et social. Tout faire aussi pour diminuer la fiscalité qui pèse sur nos entreprises comme un boulet par rapport à d'autres entreprises étrangères. Et puis aussi, bien évidemment, diminuer le poids des normes sur lesquelles j'ai déjà mené une bataille que je crois utile, parce qu'on a essayé de prendre le problème des normes out of the box, en se disant si on continue comme ça, au rythme où on va, on en a pour 4 siècles, donc il faut peut-être essayer d'examiner la question autrement et donner un droit à la simplification, une façon de penser autrement. Souvent d'ailleurs, quand on se pose des questions, on ne trouve pas de réponse, c'est peut-être, c'est ce que disait Einstein, parce que la question est mal posée. Et je crois que ceci est valable pour tout. Donc je disais la croissance des entreprises, je disais aussi bien évidemment la décroissance de l'État, pour faire simple, c'est-à-dire l'efficacité de la dépense publique, de l'État, de la protection sociale, bien évidemment, et puis de l'ensemble des politiques publiques. Je ne m'étends pas sur ce point-là. En revanche, il y a un deuxième défi sur lequel je voudrais dire 2 mots. Ce deuxième défi, c'est le défi du futur. Jamais la société française n'a autant bougé, et jamais elle ne va autant bouger que dans les 10 prochaines années. Les 10 prochaines années, si vous regardez le tsunami incroyable de l'intelligence artificielle, de l'agentique, aujourd'hui, bien évidemment, les robots, bien sûr, et aussi la génomique et les biotechnologies, je pourrais continuer longtemps la liste, mais c'est véritablement une transformation extrêmement profonde avec la convergence de toute une série de sciences et de technologies aujourd'hui arrivées à mature. Les 10 prochaines années, je le dis, je le répète, je suis convaincu que cela est vrai, les 10 prochaines années seront les plus fabuleuses de toute l'histoire de l'humanité. Car en réalité, ce n'est pas une crise que nous vivons, c'est une mutation profonde de notre société. Si vous voulez, pour faire simple, il y a eu pendant 9000 ans la société agricole. La richesse, c'était simple, c'était la terre, c'était le soleil, c'était un peu d'eau, c'était une graine, c'était des propriétés agricoles déjà, et nous avions une croissance extrêmement faible, on pourrait même dire une croissance zéro, et ça a duré 9000 ans jusqu'à la révolution industrielle. Formidable changement que la révolution industrielle. Bien évidemment, il y avait le talent d'entrepreneur, il y avait l'épargne et le capital, puis il y avait la machine et les ressources les ressources de matières premières. C'était une économie de la rareté.
de la rareté. L'économie, c'était fait pour ça, c'était gérer au mieux la rareté. Et puis maintenant, en réalité, on ne vit pas une crise, ni une série de crises, on vit une profonde mutation de notre modèle de civilisation. Nous sommes en train de passer à la société de la connaissance numérisée. Et on sent bien que d'ailleurs, tout est aujourd'hui dirigé par l'utilisation optimum de la connaissance. C'est la nouvelle matière première, c'est la matière grise. Et cette matière première, la connaissance, elle a une caractéristique. C'est qu'en soi, elle est illimitée. Ce n'est plus la rareté, c'est l'abondance. Si je partage ma connaissance avec vous, j'espère que nous nous enrichissons mutuellement et en tout état de cause, personne ne s'appauvrit. Et donc ça va changer, ça change déjà l'ensemble de l'économie et ça nous amène à deux idées clés. La première idée, c'est la singularité, c'est-à-dire que le progrès est une exponentielle aujourd'hui. La deuxième idée, c'est que l'on va vers une société de l'abondance. Quand je dis cela, on devrait aller, pas la France. La France en fait un peu futur à part. Et vous voyez bien aujourd'hui, lorsque l'on parle de la retraite, on parle de la retraite quand la retraite à 60 ans, 62 ans, quand ailleurs on parle de la longévité maximum. On parle de la santé, on en parlait il y a un instant. Comment raboter quelques euros, quelques centimes d'euros sur une boîte de médicaments? Comment rationner le médicament quand partout ailleurs on parle de l'explosion des nouveaux médicaments? Je pourrais continuer longtemps cette liste, mais vous voyez que nous sommes déjà en train de faire futur à part. Et je disais, les 10 prochaines années les plus fabuleuses de l'histoire de l'humanité. 10 ans, ça fait 2 quinquennats. 2 tout petits quinquennats. Est-ce que vous voyez le futur et ce formidable enjeu à l'ordre du jour des débats des présidentielles? Non. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un sujet qui devrait dominer le débat? Car il ne suffit pas de rattraper le retard que nous avons accumulé par les réformes que nous n'avons pas su faire quand il le fallait. Il s'agit peut-être aussi aujourd'hui, maintenant, d'entrer dans le futur, de déverrouiller le futur, et peut-être même que nous avons une chance, puisque nous devons rattraper le temps perdu, nous avons des tas de structures à transformer. On peut les transformer pour revenir à ce que l'on aurait dû faire. On peut peut-être les transformer aussi pour prendre la fusée du futur. Formidable enjeu, formidable débat. Venez à Aix-en-Provence, nous en parlerons longtemps. Merci. Un immense merci Alain Madelin. Et donc pour ceux qui peuvent, à la fin de ce mois-ci, rendez-vous à Aix-en-Provence. Et maintenant, nous allons accueillir une personnalité qui est un avocat pénaliste de diverses personnalités. Je pense notamment, vu que c'est la presse qui en parle, je ne dévoile rien, de Pavel Durov, le CEO et fondateur de Telegram. Aussi, évidemment, de criminels, d'hommes politiques. Je ne dis pas criminels et hommes politiques, criminels et des politiques. Tout ça est dans la presse. Il est dépeint souvent par des journalistes, mais c'est avant tout quelqu'un qui a beaucoup de talent. La dernière fois, nous avons eu une chanteuse, nous avons eu un danseur. Et bien cette fois, nous avons un avocat qui va vous proposer une petite expérience, un plaidoyer pour la liberté, maître Robin Binsart. J'éprouve ici une forme de soulagement, mesdames, messieurs, parce que d'habitude, lorsque je dois prendre la parole, c'est pour défendre des individus qui risquent leur vie, qui risquent des années de prison, des décennies de prison. Je suis avocat pénaliste, on vous l'a dit, et mon rôle est souvent de défendre les méchants. Et lorsque je parle des méchants, je parle bien sûr des narcotrafiquants, des terroristes, des pédophiles, de tous ceux que les sociétés considèrent indéfendables. Mais ce n'est pas d'eux dont je suis venu vous parler ce soir. Je suis venu vous parler d'un autre type d'accusé qui est presque une anomalie de la justice pénale, un étranger du système judiciaire, le E.T. du tribunal correctionnel, le chef d'entreprise. Je défends des dirigeants d'entreprise, mesdames, messieurs, qui sont parfois de bonne foi, même souvent de bonne foi, et qui se retrouvent placés en garde à vue, en détention provisoire, pour des infractions économiques.
Et je vous le dis d'avance, mesdames, messieurs, le constat que je fais du système judiciaire aujourd'hui, c'est qu'il faut être totalement fou, totalement déséquilibré pour être chef d'entreprise en France en 2026. C'est au moins aussi risqué que de confier ses enfants dans le périscolaire parisien ou de marier sa fille à Cédric Jubilard. En raison de l'inflation législative d'abord et d'un changement de paradigme du système judiciaire ensuite. L'inflation législative donc. Mesdames, Messieurs, l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi n'a jamais été une aussi lointaine chimère qu'aujourd'hui. Il est impossible, même pour le plus brillant des chefs d'entreprise, de connaître rigoureusement le cadre juridique et réglementaire applicable à son activité. C'est tout bonnement impossible. On compte 92 000 articles de loi, 248 000 règlements. Il n'y a pas sur cette terre un seul avocat, un seul juge, un seul juriste, un seul député capable de connaître ne serait-ce qu'1% du droit applicable en France. Que dis-je? 0,1%. Pour lire toutes nos lois, j'ai fait la vérification, il y a 13 millions de mots. Il faudrait, pour un bon lecteur qui lit donc 300 mots par minute, il lui faudrait 32 jours, et en fait 102 jours si on ajoute les décrets, 209 jours si on ajoute les règlements. Nous sommes, mesdames, messieurs, probablement le seul pays où un entrepreneur passe plus de temps à se demander s'il a enfreint la loi et s'il est un délinquant qu'à se consacrer sur son activité économique. Et c'est d'ailleurs Benjamin Constant qui disait « La multiplicité des lois flatte chez le législateur deux besoins naturels, l'envie d'agir et le plaisir de se croire nécessaire. » La réalité, mesdames, messieurs, c'est que la loi, elle est aujourd'hui la sécrétion d'un législateur abruti qui ne connaît rien du monde de l'entreprise. Combien, parmi nos députés, ont été des patrons de PME ou de grandes entreprises, ou même simplement cadres, ou ne serait-ce qu'employés, même quelques semaines, même pour un stage? Le problème, c'est que cette ignorance, elle a des conséquences, parce qu'on a aujourd'hui un cadre qui est extrêmement dangereux pour un chef d'entreprise, anticompétitif, incompréhensible, et qui crée une insécurité juridique considérable. On attend en réalité du chef d'entreprise d'être une sorte de super-héros moderne, capable de jongler avec le code de l'environnement, le code de commerce, le code de travail, le code général des impôts, le code pénal, le droit français, le droit européen. Et gare à celui qui commettra la moindre faute, même une faute involontaire. Un retard dans une déclaration d'impôt, un employé qui glisse sur une flaque d'eau, une erreur dans la fermeture d'un joint sur une machine, et c'est la garde à vue assurée. Être entrepreneur, mesdames, messieurs, c'est finalement exercer deux métiers. Diriger son entreprise et éviter la prison. Alors oui, il faut simplifier tout ça, revoir les choses, déréglementer, simplifier la loi, prévoir des sanctions adéquates, moduler la répression. Et un jour peut-être, nos parlementaires créeront une commission qui fera un rapport qui donnera lieu à un sous-rapport et à une synthèse d'une sous-commission. Elle sera probablement mixte et paritaire, et ce rapport sera aussi terne que les petits hommes en gris qui l'ont rédigé. Il finira par être intégré dans la loi, on fera un autre comité de pilotage et un bureau chargé d'en assurer le suivi. Ça nous fera des textes, encore des textes qui s'empilent, avec toujours plus de complexité et toujours moins de justice. Le chef d'entreprise, mesdames, messieurs, est responsable de tout. Et les journalistes n'ont pas tort, même s'ils ne le font pas exprès, lorsque, dans une sorte d'élan de rigueur, ils le qualifient de présumé coupable. Il est vrai qu'aujourd'hui en France, dans notre système judiciaire, il existe une présomption de culpabilité, notamment contre le chef d'entreprise. J'en viens donc à mon deuxième point, mesdames, messieurs. Nous avons changé de paradigme. Et il est devenu absolument habituel que des juges décernent des mandats de dépôt, placent en garde à vue, envoient en prison des chefs d'entreprise pour des infractions économiques. Hier, un tel comportement, on le sanctionnait par une amende ou une interdiction de gérer pour les plus récalcitrants. On frappait le délinquant en col blanc au plus près de son crime, c'est-à-dire au portefeuille. Eh bien, on a complètement changé de paradigme puisque l'année dernière, le parquet national financier, cette création hollandaise, se vantait d'avoir obtenu 12 milliards d'euros d'amende, mais surtout d'avoir prononcé plus de 709 condamnations, dont 500 à de la prison ferme pour des infractions économiques. Quel message pour l'attractivité économique de la France? Qui est assez masochistes pour avoir envie de se lancer dans une activité économique aujourd'hui? Qui va venir s'installer ici dans ce contexte de surréglementation et de répression stalinienne des chefs d'entreprise? Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous le dis comme je le pense, il vaut mieux être Hamza Ladouane et faire régner la terreur sur le canal Saint-Martin que d'être le patron d'une PME de province. Parce qu'aux yeux des magistrats, le déshérité agace. Mais ils trouvent toujours le talon d'Achille du juge, qui culpabilise d'être un bourgeois et de sanctionner un défavorisé.
La réalité de la justice, c'est que les magistrats passent leur temps à sanctionner très lourdement des types issus de milieux défavorisés et démunis. Alors, quand le juge a la chance d'avoir entre ses mains un riche, ah, le riche, eh bien, croyez-moi, celui-ci va passer un sale quart d'heure. Il n'a pas le droit à l'erreur, le riche. Lui, le diplômé, le sachant, le dirigeant, l'impardonnable en quelque sorte. Finalement, et je suis désolé pour le gong, je vais moi aussi violer la loi, en tout cas la loi de cette soirée, il n'a pas le droit à l'erreur, le riche, le disais-je, et chaque fois qu'un juge envoie un patron en prison, il se rachète une forme de bonne conscience. Il y a là, en réalité, une forme d'inclinaison idéologique sournoise, l'expression d'un symptôme très français, la haine de la réussite. L'argent est devenu le symptôme consubstantiel de la faute. Et on lit désormais en haut du palais de justice cette célèbre maxime balsacienne, « Toute fortune sans cause apparente dissimule toujours le produit d'un crime caché ». Je crois, mesdames et messieurs, qu'il est temps de repenser la justice, pour les opérateurs économiques bien sûr, mais pour les citoyens dans leur ensemble. Parce que lorsque nous votons des lois liberticides, nous en sommes demain les victimes. Lorsque nous acceptons que nos téléphones soient écoutés 24 heures sur 24, qu'il y ait des perquisitions informatiques, que l'on puisse saisir nos comptes bancaires sans passer devant un juge, que l'on puisse être enfermé 4 ans et 8 mois en détention provisoire, dans l'attente de son procès, alors que l'on connaît aujourd'hui le dysfonctionnement des délais de la justice. Eh bien, lorsque ces lois-là, nous les voulons, nous en sommes demain les victimes. Parce que certes, elles s'appliquent dans les dossiers criminels, mais elles s'appliquent aussi pour tous les autres. Pour le chef d'entreprise, bien sûr, mais pour tous les innocents, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit l'infraction que l'on leur reproche. On nous rabâche, mesdames, messieurs, et vous l'avez sûrement déjà entendu, vous l'avez peut-être sûrement déjà pensé, on nous rabâche que la justice est laxiste. C'est un mensonge. Nous avons le taux d'incarcération le plus élevé d'Europe. Nous avons des peines qui sont d'une sévérité inouïe. Et je suis désolé d'avancer ici une opinion impopulaire, mais je l'assume. Si notre système est défaillant, ce n'est pas à cause d'un laxisme, c'est à cause de sa complexité et de sa lenteur. Mais s'agissant de la sévérité, notre système est extrêmement, extrêmement sévère. Nous avons 88 000 détenus pour 60 000 places de prison. Et croyez-moi, dans le lot, il n'y a pas que des narcotrafiquants. Il y a aussi des types comme vous et moi. Il y a aussi des types qui sont parfaitement innocents et qui sont accusés des pires crimes. 30% de la population carcérale, ce sont des individus en détention provisoire, qui sont donc présumés innocents et qui attendent leur procès, qui n'ont pas été jugés. Et un jour, demain, peut-être, ils seront innocentés. Mais ce sera déjà trop tard. Leur boîte aura coulé, les dettes se seront accumulées, leur femme sera partie, leur honneur aura été sali de manière indélébile. Comme le disait Camus, on ne pardonne jamais à un innocent d'avoir été suspecté. Alors, mesdames, messieurs, la prochaine fois que vous allumerez CNews ou que vous entendrez votre tonton réac vous dire que la justice est laxiste, je vous demande de penser à tous ces innocents qui dormiront en prison ce soir et de vous rappeler le mot de Clémenceau. Un peuple qui est prêt à sacrifier un petit peu de liberté pour un petit peu de sécurité n'aura ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Merci, maître. Merci beaucoup, maître. Cher Robin, à très bientôt. Si vous avez besoin d'un bon avocat, en tout cas, vous pourrez juger sur pièce.